Bien. Avant qu'on ne passe à ça, je tiens à préciser que les questions qu'on a formulées tout à l'heure, les 4 ou 5 questions, doivent aider à résumer le domaine 1. Donc je dis que les questions, on les considère comme des tiroirs dans lesquels on range les connaissances que nous avons déjà. Donc l'exercice auquel nous venons de sacrifier était une façon de vous permettre de procéder dans votre esprit au rangement de vos connaissances. Donc considérez qu'on a eu 4 tiroirs qui renvoient aux 4 questions. Donc tout ce que vous savez dans le domaine 1, essayez de trouver où est-ce qu'il faudra donc l'intégrer dans l'un de ces 4 tiroirs ou dans l'une de ces 4 questions. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire pour que ce que nous avons dit tout à l'heure puisse vous être utile. Maintenant, pour ce qui concerne le domaine 2, aussi vaste que le domaine 1, ici la question en jeu, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Là-bas, il s'agissait de la question qu'est-ce que la philosophie. Ici, il y va de la question qu'est-ce que l'homme? Et relativement à la question qu'est-ce que l'homme, on remarquera que dans ce domaine, nous avons essentiellement 5 leçons. On a la leçon sur nature et culture, sur individu et société, conscience et inconscient, sur liberté et enfin état. Alors, nous allons essayer de résumer l'essentiel de ces leçons du domaine 2 autour de 4 questions si vous voulez. La première question devra être: peut-on parler d'une nature humaine? Donc, peut-on parler d'une nature humaine? Disons-nous que c'est la première question à laquelle nous allons répondre dans ce domaine 2 et qui permet évidemment de prendre en charge bien des aspects relatifs à la leçon sur nature et culture et individu et société. L'autre idée, c'est celui où l'autre question, c'est celle relative plutôt à la question de savoir quelle est l'importance du milieu, et je parle du milieu social, donc l'importance du milieu social pour l'homme, ou j'allais dire pour notre humanité. Ensuite, l'autre question qu'on peut ici envisager pour toujours résumer le domaine 2, c'est celle de savoir l'homme est-il vraiment libre? Donc l'homme est-il vraiment libre? Voilà l'autre question qui nous intéresse. Enfin, la dernière question, celle d'ailleurs que nous allons organiser sous forme d'une dualité. Donc c'est celle de savoir s'il faut voir dans l'État l'expression d'une menace ou plutôt d'un garant pour ce qui concerne nos droits et libertés. Donc voilà un peu autour de quoi on pourrait résumer donc toutes les thématiques, ou en tout cas l'essentiel des thématiques du domaine 2. Évidemment, alors on commence par la première. Je crois que cette fois-ci, si vous avez déjà pris note, j'efface ça. Comme ça, la prise de note au tableau sera mieux organisée. Donc voilà les questions. Donc je commence par la première. Alors, pour ce qui concerne la première question, peut-on parler d'une nature humaine? Donc peut-on parler d'une nature humaine? Je commence par rappeler que ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'est-ce qu'on entend par l'idée de nature. Et dans vos leçons respectives, avec vos professeurs, vous avez vu que le mot nature a une portée polysémique, dans le sens où, nous le savions déjà, la nature peut renvoyer
à l'environnement, ce que tout le monde sait déjà. Un sens où elle renvoie à Dieu, un autre sens où elle renvoie à l'essence de l'être ou de la chose qui nous intéresse. Donc voilà un peu les, j'allais dire les définitions les plus connues, les plus usuelles de la notion de nature. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la nature comme essence de l'être vivant, par exemple, on entend quoi par là? On entend l'ensemble des traits de caractère, lesquels traits de caractère devraient non seulement établir l'identité de la chose qui nous intéresse, mais également ces traits de caractère doivent rester inchangeables. Donc on n'a qu'à dire que les caractéristiques de la nature comme essence, c'est d'abord l'identité et la fixité. Ce qui fait ta nature comme ton essence, c'est ce qui t'identifie, c'est-à-dire ce qui te différencie des autres, ce qui t'est exclu, ce qui t'est exclusif, mais également qui reste inchangeable, qui reste fixe, qui reste égal à lui-même. Donc voilà un peu ce qu'on entend par la notion de nature comme essence. Alors maintenant, si tel est le cas, si la nature comme essence renvoie à l'identité et à la fixité de l'être vivant, c'est-à-dire l'ensemble des traits de caractère qui permettent d'identifier l'être qui nous intéresse et lesquels traits de caractère ne changent jamais, quelles que soient les modifications du temps. Je dis bien, si telle est la définition de la notion de nature comme essence, on n'a qu'à essayer de l'appliquer à l'animal et à l'homme. Et application faite, on verra que ce qui remplit cette fonction chez l'animal, c'est évidemment l'instinct. Ce que également la science, les sciences biologiques prouvent aujourd'hui, c'est que l'instinct est un ensemble de dispositions avec lesquelles l'animal vient au monde et qui n'attendent que 1. Le besoin du milieu, 2. La maturation du corps pour s'extérioriser. Donc je dis que l'instinct en fait c'est une somme de solutions avec laquelle l'animal naît. Mais cette somme de solutions n'est pas encore opérationnelle. Elle ne le sera que quand le milieu l'exigera à l'animal. Cette somme ne sera opérationnelle que quand le corps aura atteint la maturation nécessaire pour extérioriser un tel réflexe. Donc il n'y a que 2 conditions pour que l'instinct s'extériorise. C'est le milieu, c'est le corps ou sa maturation. Mais également l'autre chose que l'on peut prouver, c'est que l'instinct en tant qu'il est une somme de caractères, une somme de caractéristiques, une somme de réflexes, de solutions avec lesquelles l'animal vient au monde, on remarquera aussi que cette somme de caractères est marquée par 2 principes. Partout où l'instinct agit, tous les zoologues ont fini par prouver que l'instinct agit spontanément. C'est-à-dire, les comportements instinctifs sont des comportements spontanés. Un animal n'aurait pas besoin, par exemple à un oiseau, on n'a pas besoin de lui apprendre à voler. C'est-à-dire, dès que son corps aura atteint la maturation nécessaire, dès que le besoin de voler s'imposera à lui, c'est comme si c'est une machine qui se mettait en marche. Donc c'est pourquoi je dis que les comportements instinctifs sont des comportements spontanés. C'est des comportements que l'animal n'a pas nécessairement besoin d'apprendre. Mais aussi, on retiendra que tous les comportements instinctifs sont des comportements souvent invariables. La preuve, si vous prenez une espèce animale, vous verrez que cette espèce pratiquement se comporte exactement de la même manière depuis des milliers d'années. Prenez les oiseaux, vous verrez que depuis des milliers d'années, ils font leur nid de la même manière. Rien ne change. Ils ramassent des brindilles, ils les nattent avec les mêmes process et le nid prend forme. Si vous prenez également les araignées, vous verrez que c'est de la même manière que ces animaux-là vont faire leur errantelle. C'est la même chose également pour les abeilles avec les ruches. Bref, on se rend compte que toutes les espèces animales ont les mêmes comportements quand il s'agit de transformer la nature,
depuis des milliers d'années. Donc c'est la preuve que l'instinct fonctionne comme une solution finalisée. L'instinct fonctionne comme une solution achevée. Ça signifie que l'instinct ne connaît pas évolution, il ne connaît pas perfectionnement. En fait, j'allais dire, l'instinct n'est pas élastique, il est plastique. Il n'est pas élastique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étendre en dehors de ses limites. Il est plastique, on peut dresser un animal. On peut le dresser de nature à le faire exécuter des réflexes par des sons, des images, etc. Mais je dis que même ici, le dressage n'est pas l'expression d'une élasticité de l'instinct, c'est l'expression d'une plasticité. Ce qui est plastique, c'est ce qu'on peut modeler sans que ça ne sorte de ses contours. Par contre, ce qui est élastique, c'est ce qui dépasse ses contours. L'instinct n'est pas élastique, il est plastique. Pourquoi il n'est pas élastique? C'est parce qu'il est invariable. Alors, donc voilà ce qu'on voit. Un animal naît avec un instinct qui fonctionnera de manière spontanée et invariable. Voilà ce que nous avons. Quelle conclusion on en tire? Ça signifie qu'un animal, à la naissance, il est déjà tout ce qu'il doit être. Il l'est déjà. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que l'instinct avec lequel il naît ne connaît aucune évolution. Donc ça signifie à la naissance, il avait déjà tout en lui. Il n'a fallu qu'il attende que, je répète, la maturation du corps et le besoin du milieu pour que cet instinct s'extériorise. Donc ça signifie que, je dis, à la naissance, l'animal est déjà tout ce qu'il peut être. Et j'y ajoute la réflexion de Kant, parce qu'une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. Alors, à la question de savoir, l'animal a-t-il une nature? On dira oui, l'animal a une nature innée. Voilà ce à quoi nous arrivons, l'animal a une nature innée, parce qu'il naît avec un instinct qui ne connaîtra aucune évolution. Alors, l'autre être à qui nous appliquons la même formule, c'est l'homme. Quand nous appliquons à l'homme la formule, celle qui consiste à se demander quels sont les traits de caractère qui permettent d'identifier l'homme, qui permettent de différencier l'homme de ce qu'il n'est pas. Quand on se demande quels sont l'ensemble des traits de caractère qui sont exclusifs à l'homme et qui sont observables partout où les hommes sont identifiés comme tels, ce qu'on trouve, c'est la raison et la liberté. Donc je dis que la raison et la liberté, voilà ce qui remplit chez l'homme les caractéristiques de ce que doit être l'essence, puisque justement, partout où les hommes vivent, on les identifie comme des êtres de raison et de liberté. Partout où les hommes vivent, c'est qu'ils ont une raison et une liberté, même s'ils ne savent pas toujours l'utiliser. J'avais que le fou n'est pas dénué de raison, il est frappé de déraison. C'est-à-dire quoi? Il ne manque pas de raison. Ce qu'il manque, c'est la capacité d'user de sa raison. Mais la raison, elle est omniprésente partout où l'humanité est observée. Donc je dis que la raison et la liberté sont ce qui remplissent, donc ce qui remplit plutôt ici la condition de ce que nous appelons l'essence. Alors, maintenant, quand on s'interroge sur le mode de fonctionnement de la raison et de la liberté, j'avais dit que l'instinct fonctionne de manière spontanée et invariable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la raison ne fonctionne pas de manière spontanée. La raison fonctionne de manière réfléchie. La raison permet de savoir. La liberté, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de choisir de faire ou de ne pas faire. Donc du coup, on retient quoi? On retient que par la raison et la liberté, l'homme est préparé à acquérir un savoir-faire. Par la raison et la liberté, l'homme est préparé à façonner un savoir-faire. Et ce savoir-faire va se manifester avec toutes les inventions qu'il fera dans le temps.
Maintenant, s'il est vrai que l'homme vient au monde avec la raison et la liberté, et que évidemment cette raison et cette liberté le préparent à acquérir un savoir-faire, ça signifie en même temps que la raison et la liberté font de l'homme un être indéterminé. La liberté et la raison font de l'homme un être inachevé. Elles font de l'homme un être perfectible. Le mot perfectible est tiré du verbe parfaire. La perfectibilité, c'est la qualité que peut avoir une réalité de se parfaire, d'évoluer. Donc quand on dit que l'homme est perfectible, ça signifie que l'homme est capable d'évoluer. Alors, s'il est vrai que l'homme est capable d'évoluer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas de nature innée. Parce que rappelez-vous, la nature renvoie non seulement à l'identité, mais à la fixité. L'animal a une nature innée parce qu'il naît fixe. Quand je dis il naît fixe entre guillemets, ce avec quoi il naît ne connaîtra aucune évolution. Par contre, pour l'homme, vous remarquerez qu'on ne peut pas parler de nature innée ici. Pourquoi? Parce que l'homme naît avec quelque chose qui le prépare à évoluer. Donc ça signifie que la raison et la liberté extirpent l'homme de toute idée d'invariabilité. La raison et la liberté sortent l'homme de toute idée de fixité. Donc du coup, avec sa raison et sa liberté, on dira que l'homme n'a pas de nature innée, comme l'animal qui naît achevé. Donc voilà un peu la première idée qui nous intéressait quoi? C'est de retenir que l'animal a une nature innée, mais l'homme n'a pas de nature innée. Pourquoi l'animal a une nature innée? Parce qu'il naît avec un instinct qui ne connaîtra aucune évolution au cours de son existence. Pourquoi l'homme n'a pas de nature innée? Parce qu'il naît avec une raison et une liberté qui le préparent à évoluer. Donc dès que vous êtes capable d'expliquer ça, c'est que vous aurez montré en quoi la nature animale est innée, quand l'homme n'a pas de nature innée. Alors maintenant, s'il est vrai que l'homme n'a pas de nature innée, ça ne signifie pas qu'il n'a pas de nature, évidemment, parce qu'il n'y a pas de chose sans nature. Je rappelle que la nature, c'est ce que la chose est. Donc toute chose qui est nécessairement quelque chose. Donc l'homme en tant qu'il est une réalité, il a forcément une nature. Mais ce que l'on constate déjà présent, c'est que contrairement à l'animal, sa nature n'est pas innée. C'est le constat qu'on a fait jusqu'ici. Maintenant, s'il n'a pas de nature innée, parce qu'il naît avec une raison et une liberté qui le prépare à évoluer, il a alors quelle sorte ou quel type de nature? Oui, si vous voulez. On dira alors qu'il a une nature acquise. Si l'homme doit avoir une nature, merci sec, sa nature est forcément acquise. Alors je rappelle pour le principe que ça ne me dérange pas. Si vous deviez intervenir parce que c'est nécessaire, levez la main. Si le contexte le permet, je vous passerai la parole. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc merci sec pour la précision. Donc l'homme, s'il a une nature, sa nature est forcément acquise. Maintenant, pourquoi dit-on que la nature humaine est acquise? Donc on a dit quoi? On a dit, relativement à cette première question, une première chose, on a dit l'animal a une nature innée. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que l'homme n'a pas de nature innée. Et celle à laquelle nous allons arriver, c'est que justement, si l'homme n'a pas de nature innée, en vérité, sa nature est acquise. Donc l'homme a une nature acquise. Maintenant, comment comprendre la notion de nature acquise chez l'homme? Comment? On comprend cette notion en partant du principe, rappelez-vous, l'homme naît, rappelez-vous, avec la raison et la liberté. La raison et la liberté, pour ce qu'elles permettent de faire, elles rendent l'homme perfectible. Elles rendent l'homme apte à évoluer. Sauf que, bien que la raison et la liberté nous préparent à l'évolution, le constat est que cette raison et cette liberté avec lesquelles nous naissons, nous ne sommes pas capables de les utiliser immédiatement. Autrement dit, l'homme naît avec la raison et la liberté, mais à l'état brut
comme le pétrole peut être brut. Rappelez-vous, le pétrole brut, c'est le pétrole à l'état naturel et qui ne peut encore servir qu'à s'enflammer et pas à allumer le moteur. C'est seulement quand il sera raffiné qu'on en tirera du kérosène, du gasoil, de l'essence, etc. Donc on dit que l'homme, à la naissance, c'est du pétrole, c'est une richesse, mais une richesse encore inexploitée. Donc l'homme naît à l'état brut. Et d'ailleurs, la preuve qu'il naît à l'état brut, c'est que justement, on le sait, du point de vue de son corps, il naît fragile. La fragilité de l'homme à sa naissance peut être constatée par le besoin qu'a le nouveau-né d'être protégé, n'est-ce pas? Mais également, la preuve qu'il naît à l'état brut, c'est que du point de vue de son esprit, de ses dispositions, il est inachevé, il est inapte à penser par lui-même, inapte à parler par lui-même, inapte à agir par lui-même. Attention, je parle de l'homme à la naissance. Donc je dis que l'homme naît avec la raison et la liberté, sauf que cette raison et cette liberté avec lesquelles il vient au monde, il n'est pas encore capable de les utiliser. Et donc, comment ça se manifeste? Cet état brut dont nous parlons ici, c'est par la fragilité de son corps, mais également par son inaptitude à utiliser ses dispositions naturelles. Et donc du coup, parce que l'homme naît de cette manière, vous comprendrez qu'il aura besoin des autres. Des autres, d'abord, pour être éduqué. Donc pour cette raison, on a quoi? On a besoin des autres. A besoin des autres pour être éduqué. Pour rappel, l'éducation, si on s'en tient à Kant, suppose essentiellement deux étapes. C'est d'abord la discipline, puis l'apprentissage. La discipline, c'est la première étape où on enlève à l'enfant tous ses comportements instinctifs. C'est la première étape où on enlève à l'enfant cette habitude qu'il a de faire tout ce qui lui passe par la tête. Maintenant, quand on aura fini avec cette phase disciplinaire, qu'est-ce qui se passe? On commence à lui apprendre les choses qu'il a besoin de savoir. Donc je dis que l'éducation suppose deux étapes. La discipline, qui est la phase négative, puisqu'on enlève à l'enfant. Ensuite, l'apprentissage, qui est la phase positive, puisqu'on donne à l'enfant des connaissances. Et quand on nous dit, c'est seulement au terme de ce processus de socialisation que l'homme cesse d'être un être à l'état brut pour devenir un être raffiné, pour devenir un être humanisé. Donc du coup, on retient quoi? On retient que l'homme naît avec la raison et la liberté, mais il n'est pas encore capable de les utiliser. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? Le besoin des autres s'impose, avec lesquels autres il pourra recevoir une éducation, grâce à laquelle éducation il sera discipliné, mais également on lui apprendra sa culture. Et c'est seulement au terme de cet apprentissage-là qu'il deviendra un être humain, un être raffiné. Et donc, de ce point de vue-là, s'il est vrai que c'est seulement après l'éducation, par laquelle éducation qu'on reçoit une culture, qu'on devient un homme, ça signifie que notre humanité, nous la devons à la culture qui nous a vu naître et grandir. On aurait pu croire que la culture qui nous a vu naître et grandir est le canal par lequel l'homme acquiert son humanité. Donc du coup, on dira que chez l'homme, sa nature, c'est sa culture. On dira que l'homme acquiert sa nature au contact de la culture du milieu. Et d'ailleurs, ce qui prouve qu'on ne naît pas homme, mais on le devient au contact des autres et de la culture, ce qui le prouve, c'est l'expérience des enfants sauvages, tel qu'en parle Lucien Malson. Pour ceux qui ont fait les textes de Lucien Malson, il nous rappelle sans cesse, dans cet ouvrage-là, tous ces cas d'enfants qui sont considérés comme des enfants sauvages. Ah, pourquoi enfants sauvages? Parce que tous ces enfants ont en commun d'avoir grandi en dehors de la société. Et qu'est-ce qu'on constate? Même le plus âgé d'entre eux qui avait 17 ans, c'est Mowgli, il n'était pas capable de parler. À 17 ans, il ne parlait pas.
À 17 ans, il réfléchissait comme un enfant de 3 ans. À 17 ans, à 11 ans pour d'autres, il marchait encore à 4 pattes. Vous vous imaginez un enfant de 11 ans qui marche à 4 pattes, ou un enfant de 17 ans qui est incapable de parler. Et on s'est rendu compte que ces inaptitudes, cette absence d'humanité, ces enfants-là le doivent au fait qu'ils auraient été coupés de tout commerce social. Alors, en fait, l'expérience des enfants sauvages prouve quoi? Prouve que c'est les hommes qui font de nous des hommes. C'est le milieu qui extériorise notre humanité. En fait, tout se passe comme si l'homme naît homme, mais cette humanité n'est pas encore n'est encore qu'en limbe. Cette humanité n'est encore qu'en puissance. C'est seulement quand il sera au contact des autres que l'humanité passera de puissance à acte. C'est seulement au contact des autres que nous pourrons acquérir cette humanité. Et je dis que les enfants sauvages sont la preuve que nous ne naissons pas hommes véritablement, nous ne le devenons qu'au contact des autres hommes. Et d'ailleurs, si on devait naître homme, c'est que ces enfants-là, même isolés de la société, ils seraient des hommes. Mais le simple fait que leur isolement de la société a réveillé en eux leur instinct le plus animal et les a éloignés de l'humanité. Donc, est la preuve effectivement que cette humanité, on la doit à la société. Cette humanité, on la doit à la culture. D'ailleurs, Kant l'a si bien compris, il a dit, plus qu'un remède, l'homme est un Dieu pour l'homme. L'homme est un Dieu pour l'homme. Dans quel sens? Dans le sens où tout se passe comme si Dieu n'a fait que l'homme à moitié. Il appartient aux autres hommes d'achever l'œuvre divine en lui donnant son humanité par le biais de l'éducation, par laquelle éducation il recevra une culture. Donc, on n'a qu'ici 3 idées dans cette question-là. Le premier élément de langage, l'animal a une nature innée. Le deuxième élément de langage, l'homme n'a pas de nature innée. Le troisième élément de langage, l'homme a une nature acquise par le biais de l'éducation qui lui donnera une culture, grâce à laquelle culture il façonnera son humanité. Alors, l'autre question qui nous intéressait, c'est celui, ou plutôt j'allais dire celle relative donc à la donc je disais que la deuxième question qui nous intéressait, donc à la suite de la question sur la nature humaine, c'est la question du rôle du milieu donc dans notre humanité, n'est-ce pas? Alors pour cette question, on en a un peu parlé. Quand on veut montrer ce que la société et la culture, parce que c'est cela le milieu social, ce que la société et la culture apportent à l'homme, quand on veut le montrer, c'est un peu ce qu'on a dit, il faut revenir toujours sur le principe que c'est vrai que l'homme naît avec la raison et la liberté, mais ces dispositions sont encore inachevées, sont encore inutilisables. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la société, puis la culture, lui offre une humanité par le biais de l'éducation. Donc ça c'était un peu pour revenir sur la place de la société et du milieu dans l'édification de notre humanité. Alors l'autre question, c'est plutôt celle relative à la question de la liberté. Alors, généralement pour le débat sur la liberté, il n'y a que 3 choses qui reviennent sans cesse. D'abord la définition la plus courante de la liberté, celle-là qui consiste à dire quelle est la possibilité de faire tout ce que l'on veut. Donc la liberté comme l'absence de contrainte. Donc c'est la définition la plus usuelle. Aussi, si vous voulez montrer qu'est-ce qui explique que l'être humain puisse croire
qu'il peut revendiquer une liberté aussi absolue. Je dis que si vous voulez montrer pourquoi l'être humain croit avoir une liberté absolue, on peut toujours revenir à deux arguments que l'on connaît très bien. C'est l'argument de Descartes et de Spinoza. Rappelez-vous de Descartes. Descartes nous dit l'être humain est doué de volonté. Je rappelle que la volonté, c'est la faculté que nous avons de vouloir ou de ne pas vouloir. Par exemple, chacun d'entre nous ici peut, devant une situation, se dire je veux ou je ne veux pas. Personne ne peut nous l'empêcher d'ailleurs. Donc vouloir ou ne pas vouloir, c'est une aptitude humaine. Donc c'est ça qu'on appelle la volonté. Et Descartes nous dit la volonté, d'entre toutes les facultés de l'homme, elle est la seule qui soit infinie. Ça signifie que toutes les facultés de l'homme sont des facultés qui ont des limites. La raison, elle est limitée, on le sait déjà. Elle ne connaît pas tout. L'imagination, elle est plus riche que la raison, mais elle connaît des limites. Parce que l'imagination est à la mesure de la réalité que l'on connaît. Donc, là où s'arrête notre réalité, plus loin s'arrêtera notre imagination. La preuve que l'imagination a des limites. Quelqu'un ne peut avoir dans son rêve un être qui n'existe pas, en tout cas qui n'a jamais vu quelque part, ou en tout cas les éléments qui le composent n'existent pas. Attention, maintenant je précise, quelqu'un pourrait bien rêver ou cauchemarder, par exemple de voir un homme avec des cornes, ça c'est bien possible. Je veux dire, quelqu'un pourrait dans son cauchemar voir un homme avec des cornes. On sait qu'un homme avec des cornes n'existe pas, mais un homme existe, les cornes existent. Donc, l'être de son rêve, l'être qui peuple son rêve, est né de la combinaison d'êtres réels. Donc, je dis que l'imagination est plus riche que la raison, c'est vrai, mais elle a des limites. Et ces limites, c'est un peu plus que la réalité naturelle. Alors, donc Descartes nous, je répète, que la volonté est la seule forme est la seule faculté qui, pour nous, est sans limite. Maintenant, parce que l'homme a une volonté illimitée, je veux dire parce que l'homme peut vouloir ou ne pas vouloir sans que rien ne s'oppose à sa volonté, il finit par croire que ce qu'il veut, il le peut. Je dis bien, Descartes nous dit, à la question de savoir pourquoi l'homme pense avoir une liberté absolue, on retiendra que parce que l'homme est doué d'une volonté infinie. Autrement dit, il peut vouloir ou ne pas vouloir sans que rien ne l'empêche de vouloir ou ne pas vouloir. Alors maintenant, parce qu'il a une volonté infinie, Descartes nous dit, l'homme à force de vouloir sans que rien ne l'arrête, il finit par croire qu'il peut pouvoir sans que rien ne l'arrête. Alors c'est une redondance, mais c'est pour rester dans le parallélisme de la phrase. Donc je dis, Descartes a dit que parce que l'homme veut sans que rien ne l'arrête, il finit par croire qu'il peut sans que rien ne l'arrête. Autrement dit, c'est l'infinité de la volonté qui entretient chez lui l'idée d'une infinité de la liberté. Je veux dire par là, parce qu'il a une volonté infinie, il croit qu'il a une liberté infinie. Donc ça, c'est l'argument de Descartes. Convoquez-le pour expliquer pourquoi l'homme croit avoir une liberté absolue. L'autre argument que l'on peut convoquer, on le doit à Spinoza. Spinoza nous dit également, l'autre problème de l'homme, c'est que il lui arrive d'agir sans savoir pourquoi il agit. Par exemple, quelqu'un passe voir un ami, son ami lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « Je t'ai passé ici par hasard. » D'ailleurs, c'est des choses que nous répétons régulièrement. Non, je ne suis pas par hasard. Ça, c'est souvent les explications que nous avons. En fait, donc ça signifie qu'il nous arrive d'agir sans savoir pourquoi nous agissons. Alors, Spinoza nous dit, cette ignorance des causes, le fait d'agir sans savoir pourquoi on agit, entretient chez nous l'idée que tout ce que nous faisons, nous le faisons par pure liberté. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme fait des choses parce qu'il ne sait pas pourquoi il les fait, ces choses-là. Il finit par croire qu'il les a fait comme ça. Voilà, il les a fait par une liberté absolue. Donc, convoquer l'infinité de la volonté et l'ignorance des causes chez Spinoza pour expliquer ce qui entretient chez l'homme l'idée d'une liberté absolue. Alors maintenant, l'autre idée également qui nous intéresse ici, c'est de voir que la liberté absolue est illusoire, c'est-à-dire elle est irréalisable.
elle ne peut pas avoir lieu. L'homme ne peut pas prétendre à une telle liberté. Alors, la liberté absolue est illusoire, irréalisable. Je n'ai pas dit que la liberté est illusoire. C'est la liberté absolue qui est illusoire. C'est-à-dire la prétention d'avoir une liberté totale, c'est ça qui est illusoire. Alors, je disais que ici, en quoi la liberté absolue serait illusoire? Elle serait illusoire pour le simple fait que la liberté absolue, c'est la capacité à faire tout ce que l'on veut sans que rien ne nous arrête. C'est la capacité à n'agir qu'en conformité à notre volonté. Or, ce que l'on sait, ce que l'expérience prouve, c'est qu'en fait, l'homme ne fait jamais les choses par lui-même. En vérité, tout ce que l'homme fait, on le lui fait faire, qu'il en soit conscient ou pas. D'ailleurs, le fait que ce que l'homme fait, on le lui fait faire, c'est ça qu'on appelle les déterminismes. Donc, par l'idée de déterminisme, on entend que l'homme subit ce qu'on appelle le principe de causalité. Par les déterminismes, on entend que ce que l'homme fait, il y a toujours une cause qui en est la condition. Donc, c'est ça la notion de déterminisme. Et ce qu'on prouve aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est qu'en fait, l'homme subit des déterminismes de toutes parts. La liberté absolue est irréalisable parce que l'homme subit au moins 3 déterminismes. Il y a 3 choses qui font agir l'homme et qui lui enlèvent toute idée d'une liberté absolue. C'est quoi? C'est d'abord ce qu'on appelle le déterminisme naturel. Il y a ce qu'on appelle le déterminisme et enfin il y a le déterminisme psycho. Voilà les 3 types de déterminisme qui pèsent sur l'homme et qui donc expliquent psychologique donc qu'il n'est pas de liberté absolue. Alors, qu'est-ce que le déterminisme naturel? Le déterminisme naturel nous enseigne que tout ce qui se passe dans l'espace de la nature obéit à des lois. Toute chose obéit à des lois, c'est-à-dire obéit à une relation de causalité. Je prends l'exemple des cours d'eau et des ruisseaux. Les cours d'eau et ruisseaux n'existent que parce que justement, dans les mécanismes de la nature, il y a ce qu'on appelle le ruissellement des eaux. Les eaux ne stagnent pas toujours à la même place. Elles roulent, comme on dit, parce qu'elles roulent ou elles coulent. Il y a ce qu'on appelle le ruissellement des eaux, et c'est ce ruissellement-là qui est à l'origine de la formation des cours d'eau et des ruisseaux. Également, quand il y a éclipse, cela n'a été possible que parce qu'il y a un alignement des astres que sont le Soleil, la Lune et la Terre. Et d'ailleurs, cet alignement-là, il est tellement prévisible qu'on peut le calculer. On peut le calculer 300 ans, 400 ans avant. Et donc, je dis que si l'éclipse est possible, c'est parce que justement, à un moment donné, il faudra que ces astres-là soient parfaitement alignés au niveau de leur orbite respective. Alors, j'en arrive à l'homme. L'homme est capable de vouloir ou de ne pas vouloir, est capable de réfléchir, est capable de parler, d'aimer, de sourire, de détester, d'être propre ou sale. L'homme est capable de tout ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est né déjà préparé à ça. Je prends l'exemple de l'animal pour montrer un peu en quoi consiste le déterminisme naturel. À un animal, je dis très souvent, enfermez-le quelque part pendant 100 ans. Trouvez-lui les meilleurs scientifiques du monde, je ne sais pas moi, les meilleures applications logicielles du monde, jamais il ne parlera. Jamais. Pourquoi il ne parlera jamais, quels que soient les efforts qu'on aura fait pour dresser cet animal-là? Parce que la nature ne l'a pas préparé à parler. Un homme peut parler parce qu'il naît déjà avec des cordes vocales qui le préparent à émettre un son articulé. Un homme peut parler parce qu'il a des idées à exprimer. Un homme peut parler parce que ses idées, il les a, parce qu'il naît avec une raison et non pas avec un instinct. Je dis, ce que l'homme est capable de faire, il ne le fait que parce que la nature par Dieu. Ça serait plus simple. L'homme ne fait ce qu'il fait que parce que Dieu l'a préparé à le faire. Un homme veut parce que Dieu lui a donné la volonté. Un homme peut aimer ou détester parce que Dieu lui a donné la volonté d'aimer ou de détester. Autrement dit, tout ce que nous sommes capables de faire, nous en sommes capables parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a façonnés à le faire. Et donc vous me direz que la cause des actions de l'homme,
c'est la préordination de Dieu. Autrement dit, l'homme fait ce qu'il fait parce que Dieu ou la nature l'a conditionné à le faire. Et d'ailleurs, la preuve que l'homme ne fera que ce que la nature veut ou ce que Dieu veut. Le même exemple qu'on avait pris sur l'animal, on peut le prendre sur l'homme. Prenez un homme également, faites-lui toutes les opérations possibles, jamais il ne poussera des ailes. Non plus jamais également il ne volera comme un oiseau. Qu'il soit l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus connaissant du monde, il ne pourra jamais voler comme un oiseau. Pourquoi? Parce que le déterminisme naturel l'empêche de prétendre à une aptitude pareille. En fait, on se rend compte que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. C'est celui qui nous a créé. Et ici, Descartes dit, l'homme n'a pas de liberté absolue parce qu'il subit la préordination de Dieu. En fait, l'homme naît préordonné. Donc c'est ça qu'il appelle la préordination de Dieu. Donc l'homme n'a pas de liberté absolue parce qu'il subit le déterminisme naturel, c'est-à-dire la préordination de Dieu. Alors, donc, s'il est vrai que ce que nous le faisons parce que Dieu nous a préparé à le faire, il faut sortir de cette idée de liberté absolue. Nous ne sommes libres que dans la limite de ce que Dieu, de ce que Dieu veut. Nous ne sommes libres que dans la limite de ce que Dieu nous a autorisé à faire. Voilà. Et au-delà des limites que la nature nous impose, l'homme ne peut rien faire. C'est pourquoi il ne vit pas éternellement, même s'il le veut. C'est pourquoi il ne vole pas, même s'il le veut. C'est pourquoi il a des émotions, même s'il n'en veut pas. C'est pourquoi, quand il est saint d'esprit, être sale le dérange. Toutes ces dispositions-là ne sont pas des dispositions forcément volontaires. C'est des dispositions quasiment naturelles. Je veux dire, nous naissons préparés à le faire. Donc c'est pourquoi on dira que l'homme subit un déterminisme naturel. Mais également, l'homme n'a pas de liberté absolue parce qu'il subit un déterminisme social. D'ailleurs, j'aurais pu dire que l'homme subit deux déterminismes sociaux. Il subit le déterminisme social d'abord par l'éducation qu'il reçoit, mais aussi il subit le déterminisme social par quoi? Par les normes sociales qui organisent son rapport avec les autres. Alors, en quoi l'éducation détermine nos comportements? Un Sénégalais bon teint, cela va de soi, qu'il déteste l'homosexualité et accepte plus ou moins, quand c'est une fille, la polygamie, quand c'est un homme, il accepte carrément la polygamie. Donc je dis que pour un Sénégalais bon teint, la polygamie n'est pas méchante, l'homosexualité est un problème. Mais quand tu vas en France, pour un bon Français, l'homosexualité ne pose aucun problème, c'est la polygamie qui est le problème. Alors ça vient d'où? Ça vient d'où cette approche différenciée que nous avons par rapport au phénomène du monde? Ça ne vient que de notre éducation. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ce que nous sommes capables de vouloir ou ne pas vouloir, ce qu'on est capable d'aimer ou ne pas aimer, ce qu'on est capable de détester ou pas, ne dépend pas forcément de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que nous avons été faits. Autrement dit, le même samba que nous connaissons, Samba Diakhoumpa ou quelque chose comme ça, ce même samba-là qui est né au Sénégal, qui s'appelle Samba, qui est musulman, qui envisage d'être polygame, qui a horreur de l'homosexualité, ce même Samba, si au jour de sa naissance, on l'avait amené aux États-Unis, certainement au lieu de Samba, on l'aurait appelé autre chose que Samba. Voilà, un Michael ou quelque chose comme ça. Autre chose qu'un musulman, il serait peut-être un juif ou un chrétien. Autant il accepte ici la polygamie, autant il aurait accepté là-bas l'homosexualité. Donc finalement, je dis que la somme de ce que nous sommes capables de vouloir ou ne pas vouloir, c'est-à-dire notre personnalité, ce que nous concevons comme bien ou mal, juste ou injuste, ce que nous aimons, etc., tout ça dépend nécessairement de l'éducation que nous recevons. Donc je dis que le premier déterminisme social que l'homme subit, c'est l'éducation qui lui donnera une personnalité,
grâce à laquelle personnalité il pourra vouloir ou ne pas vouloir en fonction des circonstances qui se présentent à lui. Donc l'homme subit un déterminisme social, mais aussi, j'allais dire à travers l'éducation, mais aussi, il subit un déterminisme social à travers les normes. En quoi? Rappelez-vous, les normes sont la condition sine qua non de la vie sociale. L'être humain, comment a été défini par Kant? Comme un être à la fois sociable et insociable. Sa sociabilité, c'est la tendance qu'il a à vouloir être avec les autres, à avoir des sentiments bienveillants à leur égard, c'est-à-dire à faire preuve d'amour, d'amitié, de compassion, de pardon, de solidarité, etc. Donc l'homme est sociable. Mais autant il est sociable, autant aussi il est insociable. C'est-à-dire l'être humain également, en même temps, il est capable de faire preuve de méchanceté, preuve de cupidité, d'avarice, d'instinct de domination. Bref, tout ce qui est comportement malveillant et vicieux, on le retrouve en même temps chez l'homme. Et c'est ça qu'on appelle l'insociabilité. Donc l'homme est à la fois sociable et insociable. Maintenant, pour son insociabilité, il devient clair que la société pourrait être dans le chaos s'il n'y avait pas de règles pour donc organiser les relations. Maintenant, l'ensemble des règles, des codes de conduite et de tous les comportements unanimement acceptés au sein d'une société pour organiser les rapports, c'est ça qu'on appelle les normes. Donc les normes sociales sont les prescriptions, c'est-à-dire les lois non obligatoires, j'allais dire les règles non obligatoires, donc sont les prescriptions, les règles non obligatoires, les lois, les règles obligatoires, les institutions, qu'elles soient sociales ou politiques, et enfin les créations. Donc dans les normes, on retrouve, je répète, les prescriptions, les lois, les institutions et les créations. Et justement, ce sont ces normes-là qui, peu à peu, déterminent ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Je veux dire par là, au sein de la société sénégalaise, on ne connaît pas la culture du nudisme. Par exemple, quand vous allez dans certains pays en Europe, il y a ce qu'on appelle le nudisme, c'est un de ces nombreux je ne sais pas, style de vie chez les Occidentaux. Et je rappelle que le nudisme, comme déjà la racine l'indique, c'est des gens qui vivent souvent torse nu. Alors, ils ont des plages à eux. Dans leurs plages, il faut être nu pour y aller. Ils ont souvent leur espace communautaire à eux. Et ça ne choque personne tant que tu vis ça dans leur espace communautaire. Mais imaginez au Sénégal, quelqu'un se lève un jour et dit, voilà, je voudrais instaurer la culture nudiste au Sénégal, il nous faut une plage, des choses comme ça. Ça pose un problème, pourquoi? Parce que, relativement à votre éducation et aux normes par lesquelles vous fonctionnez, une telle pratique n'est pas autorisée. En fait, je prends cet exemple parmi tant d'autres, pourquoi dire? Pour dire, au sein d'une société, ce que nous sommes autorisés à faire ou ne pas faire ne dépend pas forcément de nous, mais plutôt des règles et codes de conduite établis. D'ailleurs, quand on ne se plie pas à ces règles et codes de conduite, qu'est-ce qui se passe? On perd notre liberté de mouvement puisqu'on se retrouve en prison. Donc du coup, les normes déterminent ce que nous sommes autorisés à faire ou ne pas faire au sein de l'espace social. Et donc du coup, on dira que les normes apparaissent comme un déterminisme qui pèse sur nous. Alors, enfin, le dernier déterminisme qui hypothèque chez l'homme toute possibilité de liberté, c'est celui psychologique. Et ici, on ne va pas chercher loin. Vous n'avez qu'à retourner, disons, au schéma que Freud propose pour l'activité psychique. Je rappelle que chez Freud, l'activité psychique est divisée en 3 compartiments. On a le ça, le surmoi et le moi. Alors, le ça et le surmoi sont les instances de décision, alors que le moi est l'instance d'adaptation des décisions. Donc, c'est un peu ce que Freud explique. Donc, du coup, le principe, c'est quoi? Ça signifie que les décisions que nous prenons, elles ne sont pas prises au niveau de la partie consciente de l'activité psychique. Les décisions que nous prenons, elles sont prises au niveau de la partie inconsciente qui est le surmoi et le ça. Donc,
Aussi paradoxal que ça puisse paraître, tout se passe comme si ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que notre volonté nous l'a dicté, mais parce que la décision a été prise au niveau de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. C'est soit par le surmoi, soit par le ça, mais tous les deux sont des entités de l'inconscient. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi on connaît tous ces propos de Paul Valéry ou de Freud, dans lesquels propos ils disent le moi n'est pas maître dans sa propre maison, où la conscience règne mais ne gouverne pas. Donc, on est dans ça. On revient sur l'idée que c'est l'inconscient qui prend les décisions. La conscience ne fait que les exécuter, et donc du coup, ça signifie que l'homme n'agit pas forcément librement. Donc voilà le troisième déterminisme qui enlève à l'homme sa liberté absolue. Alors donc on a dit que déjà la liberté absolue que nous revendiquons sans cesse peut être justifiée ou par l'ignorance des causes ou par l'infinité de la volonté. Par suite, on a montré que la liberté absolue est illusoire. Pourquoi elle est illusoire? Parce que ce que nous faisons, quelque chose nous le fait faire, c'est soit la nature, c'est soit la société, c'est soit l'activité psychique. Enfin, la dernière idée qui nous intéresse, c'est pas parce que l'homme n'a pas de liberté absolue qu'il n'a pas de liberté. À défaut d'une liberté absolue, je veux dire, s'il est vrai que la liberté absolue est irréalisable, au moins, l'homme peut prétendre à la liberté civile et morale. Qu'est-ce que la liberté civile et morale? La liberté civile et morale, c'est la liberté qui intériorise les règles et les lois. Je veux dire par là, la liberté civile et morale, c'est la liberté qui trouve sa borne dans la règle établie. La liberté civile et morale, c'est la liberté jusqu'à la limite des règles. Donc voilà ce qu'on appelle la liberté civile et morale. Maintenant, quand c'est jusqu'à la limite des lois de la société, ici on parle de liberté civile. Donc la liberté civile, c'est la liberté que j'ai d'agir volontairement jusqu'aux limites de ce que les lois des hommes autorisent. Et maintenant, la liberté morale, c'est évidemment la liberté d'agir jusqu'aux limites de ce que les lois de la nature autorisent. Donc voilà le type de liberté que l'homme peut revendiquer. Et c'est d'ailleurs justement le type de liberté que la démocratie nous permet de réaliser. Parce qu'au sein d'une démocratie, quelle est l'originalité? Nous y arriverons tout à l'heure. C'est de se soumettre à sa propre loi. Or, qui se soumet à sa propre loi ne se soumet à la loi de personne et donc reste aussi libre qu'auparavant. Et donc la liberté civile et morale, c'est la liberté par laquelle on se sent libre dans l'obéissance. La liberté civile et morale, c'est la liberté par laquelle on est soi-même tout en étant en symbiose avec les lois de la société et les lois de la nature. Donc voilà un peu dans quoi nous sommes pour ce qui concerne la liberté. Et donc, trois idées. La liberté est souvent définie comme l'absence totale de contraintes. Pourquoi prétendons-nous à une liberté absolue? L'infinité de la volonté et l'ignorance des causes. L'autre idée que nous avons ici, c'est que la liberté absolue n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que l'homme subit des déterminismes. Celui naturel, social et enfin psychologique. Maintenant, dire que l'homme n'a pas de liberté absolue ne signifie pas qu'il n'a pas de liberté. Au contraire, il peut revendiquer une liberté civile et morale. Qu'est-ce que la liberté civile et morale? C'est la liberté d'agir jusqu'aux limites de ce que les lois des hommes et de la nature autorisent. Donc voilà un peu ce que nous retenons pour ce qui concerne la question de la liberté. Ensuite, la dernière question, c'est ou plutôt celle relative à la question du rôle, c'est relative au rôle de l'État. Donc la question était de savoir s'il faut voir dans l'État une menace sur la dignité et les libertés du citoyen, ou faut-il y voir un garant de ces libertés? Alors, l'État déjà, en soi-même, dans son mode de fonctionnement et dans son rôle,
est nécessairement l'expression d'une contrainte. Tout État est contraignant. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, l'État est considéré comme un organe de régulation. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'est pas la société. La société, c'est quoi? C'est une association. Maintenant, comme toute association, il y a un bureau exécutif qui doit prendre les décisions et les exécuter au nom de l'association. Voilà exactement le rôle que l'État joue au sein de la... Donc l'État peut être considéré comme un instrument, comme un organe mis en place par la société pour mieux s'organiser, pour se diriger, pour se réguler, pour se gouverner. Et je dis très souvent, pour comprendre le rapport entre État et société, c'est le même rapport entre le bureau et l'association. On a par exemple l'association des étudiants de Bargny. Mais cette même association a un bureau qui est censé exécuter ou prendre les décisions au nom de toute l'asso. Et c'est exactement le même rôle que l'État joue par rapport à l'asso. Donc il est l'instance de direction, l'État est l'instance de régulation, l'État est l'instance de gouvernance de la société. Maintenant, en tant qu'instance de régulation, je dis que tout État est avant tout incarnation de la force, et d'abord incarnation du pouvoir, mais aussi incarnation de la force. D'ailleurs, comment la force de l'État se manifeste? Évidemment, à travers ce qu'on peut appeler ces appareils répressifs, la police, la gendarmerie, donc les armées, etc., les corps de contrôle. Donc c'est à travers ces instruments-là que se manifeste la force de l'État. Mais aussi sa force se manifeste à travers la loi qu'il nous impose. Donc on dira que partout où un État existe, il est avant tout l'incarnation du pouvoir. Je rappelle que le pouvoir, c'est la capacité à faire des flots. La capacité à faire, c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Donc d'ailleurs, tout le monde connaît la définition de Robert Dahl. Le pouvoir, c'est la capacité que peut avoir un être A à faire un être B ce qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Donc on dira que le pouvoir, c'est la capacité à influer sur la marche de quelque chose. Le pouvoir, c'est la capacité à faire à quelqu'un ce qu'il n'aurait pas fait sans notre intervention. Et donc de ce point de vue-là, si tout État est incarnation de pouvoir, si tout État est incarnation de force, ça veut dire que tout État est en soi l'incarnation de la contrainte. Tout État est en soi l'expression d'une contrainte. Et en ce sens, donc l'État devient la menace pour la liberté, devient la menace pour donc la dignité, devient la menace pour les droits du citoyen. Mais aussi menace dans certaines de ses formes. Je rappelle qu'on peut identifier plusieurs formes d'État. Entre autres formes, on connaît le régime politique qu'on entend par l'absolutisme, ou encore ce qu'on entend par la dictature, ou la tyrannie, ou le totalitarisme. Donc, on peut les réunir et leur donner le même sens. Donc, les États, quand l'État est dictatorial, c'est-à-dire quand l'État est ici un État absolutiste, quand l'État incarne et exerce un pouvoir absolu. Je rappelle que le pouvoir absolu, c'est quand les membres de la communauté ne participent pas à l'élaboration des lois. C'est là qu'on parle de pouvoir absolu. Quand les lois naissent de la volonté de celui qui dirige l'État, quand le peuple n'intervient pas dans ce processus de mise en place des lois, ici on dira que le pouvoir qu'incarne l'État est un pouvoir totalitaire, c'est un pouvoir absolutiste, c'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir tyrannique. Et donc, dans une tyrannie, dans une dictature, dans un État absolutiste, dans un État totalitaire, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a donc la négation des droits du citoyen. D'ailleurs, aux citoyens, dans ces États-là,
on lui nie ses droits, à tel point qu'il perd même le statut de citoyen et devient finalement un su. Membre de la communauté à qui on n'a reconnu aucun droit, mais seulement des devoirs vis-à-vis de l'État. Et c'est justement ce qui se passe au sein des dictatures. Les membres de la communauté n'ont aucun droit, ils n'ont que des devoirs. Ils ne sont absolument pas pris en compte dans le processus d'élaboration des lois. Ils sont seulement censés les subir. Donc voilà un peu dans quoi nous sommes. Et ici, évidemment, aussi, vous verrez que l'État devient la menace, devient l'ennemi à abattre. Ailleurs aussi, quand l'État est souvent considéré comme, quand l'État vit sous le régime capitaliste. Ici aussi, les communistes, je rappelle, tels que Marx, etc., considèrent que cet État capitaliste rompt toujours ce qu'on appelle l'égalité entre les membres de la communauté. Pourquoi? Parce que je rappelle, le capitalisme, c'est le libre profit. On parle de capitalisme quand le système est organisé de sorte que tout membre de la communauté, pour autant qu'il respecte les règles établies, peut s'enrichir à sa guise. Donc c'est ça le capitalisme. La quête du profit, pour autant qu'on respecte les règles établies. Alors, Marx nous dit, quand l'État est capitaliste, il a forcément des intérêts à sauvegarder. C'est-à-dire quand il est capitaliste, il a forcément des intérêts à sauvegarder dans le sens des intérêts stratégiques, des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts diplomatiques. Donc il a forcément des intérêts à sauvegarder. Maintenant, parce qu'il a des intérêts à sauvegarder cet État capitaliste, il lui arrive, pour préserver son intérêt, de se mettre au service d'une classe au détriment d'une autre classe. Et quand je parle de classe sociale, je parle aussi bien des groupes de pression que des strates de la société. Alors, groupe de pression, je parle des partis politiques, des syndicats, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que on retient le principe que l'État capitaliste a nécessairement des intérêts à sauvegarder. Parce qu'il a des intérêts à sauvegarder, il lui arrive de se ranger d'un côté par opposition à l'autre. Il lui arrive d'être un instrument au service d'un groupe de pression contre les intérêts de la population. Il lui arrive de satisfaire les intérêts des partis politiques, des multinationales, des lobbies de toutes sortes, sans satisfaire nécessairement les intérêts de la populace, ça veut dire le bas peuple, nous autres qui sommes au bas de l'échelle. Et donc je dis ici que l'État capitaliste devient la menace parce qu'il rompt l'égalité entre les membres. L'État capitaliste devient la menace parce qu'il devient un instrument d'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, parce que ici, si on prend le cas d'une multinationale présente au Sénégal, peu importe de quelle multinationale il s'agit, on peut sans doute envisager une fois ou un jour que l'État du Sénégal cherche à préserver les intérêts de cette multinationale, et ce qui ne serait pas forcément les intérêts du peuple sénégalais. Ce qui s'est passé avec l'autoroute à péage et toutes les autres infrastructures dont on parle très souvent. Et ici la preuve que les États peuvent chercher à préserver des intérêts étrangers et qui ne seraient pas forcément les intérêts donc, de la population. Tout comme d'ailleurs un État peut chercher à l'intérieur d'une communauté à satisfaire une partie au détriment d'une autre partie. Ça arrive également. Et donc du coup, je dis que la critique ici c'est quoi? C'est que tout État capitaliste rompt l'égalité entre les membres. Alors, autre chose également, c'est que l'État peut devenir la menace aussi, et ça, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'en faire un argument, on n'a qu'à l'intégrer dans cet argument-là. Je parle de la critique des anarchistes. Je rappelle que les anarchistes, voilà, il y a Bakounine, il y a Nietzsche, etc. On les connaît comme étant les précurseurs de la revendication d'une liberté absolue. En fait, chez les anarchistes, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que la liberté, elle est indivisible, ou on est totalement libre, ou on ne l'est pas du tout. Mais il n'y a pas de liberté restreinte,
ou de demi-liberté, où on est libre, ou on n'est pas du tout libre. Voilà un peu le principe des anarchistes. Donc, pour un anarchiste, la liberté doit être totale, ou bien on a perdu cette liberté. D'ailleurs, il y a un texte de Bakounine, dans lequel texte, donc Bakounine un peu représente l'idée d'une liberté absolue, quand il représente l'histoire de Barbe Bleue. Donc, dans un texte, Bakounine nous montre que Barbe Bleue, qui fut un homme très nanti, très riche, et qui avait bâti tout un palais pour son épouse, donc avait offert à cette épouse un palais, dans lequel palais il lui disait de jouir de tous les fruits, mais qu'il lui était interdit à cette épouse-là d'entrer dans une toute petite chambre. Autrement dit, dans ce texte, qu'est-ce qui se passe? À son épouse, Barbe lui dit: je t'offre tout ça, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas entrer ici. Donc c'est un peu le schéma que Bakounine représente. Et Bakounine veut dire, depuis que l'épouse a reçu l'interdiction d'entrer ici, tout se passe comme si toute sa liberté ruait ici. En fait, elle a oublié tout ce qu'elle avait comme possibilité, et toute la dimension de sa liberté se réduit à la possibilité d'entrer ou de ne pas entrer dans la chambre. En fait, le principe c'est quoi? Le principe c'est que tant qu'on nous autorise à faire les choses, notre liberté, la question de la liberté ne se pose pas. La question de la liberté ne se pose qu'au moment M où on nous interdit de faire quelques petites choses. D'ailleurs, l'exemple que j'avais pris dans ma classe, c'était: imaginez que ton papa t'offrait le plus beau portable de ce monde, ou le plus performant. Je crois que c'est un iPhone, quelque chose comme ça. Et il te dit: mais tu ne sortiras plus jamais de cette maison. Quelle que soit la valeur de l'iPhone. Quelles que soient d'ailleurs toutes les richesses de la maison, tout se passe comme si on vient de t'empêcher d'être libre. Parce que comme le dit Bakounine, lorsque l'interdiction s'abat sur nous, tout ce qui restait de notre liberté accourt vers ce qu'on nous a interdit de faire. Et donc du coup, finalement, on comprend que chez les anarchistes, où on est libre, où on ne l'est pas. Mais il n'y a pas de liberté restreinte. Il n'y a pas de liberté à demi-teinte. On ne peut pas être libre de manière noire et ensuite dans la grisaille. On est libre ou pas. Et donc, je dis que prenez en compte l'argument des anarchistes ici pour montrer que tout État est avant tout l'expression d'une menace, parce que tout État incarne le pouvoir, incarne la force qui menace notre liberté absolue. Donc voilà un peu les éléments de langage qu'on retient ici pour montrer en quoi l'État serait la menace. Maintenant, reste à envisager l'idée d'un État qui serait garant. Alors, dans quelle mesure l'État devient le garant? Déjà, avant d'en arriver à l'idée d'un État qui serait le garant des droits et libertés, le constat c'est quoi? C'est que l'État relève d'une nécessité. Pourquoi l'État serait-il nécessaire? Alors, il serait nécessaire pour le simple fait, rappelez-vous que l'homme est insociable. Ça on l'a déjà dit. Parce qu'il est insociable, ça signifie qu'il est capable de nourrir des comportements malveillants, d'être vicieux vis-à-vis des autres, tout comme également il est appelé à entrer en crise et en conflit avec les autres. Donc je dis que l'insociabilité prépare la société à des conflits, à des crises et à des vices. Voilà ce que l'insociabilité engendre. Et maintenant, avec donc cette insociabilité qui peut engendrer, vous avez dit, on a dit malveillance. Donc, qui peut engendrer vice, qui peut engendrer crise et conflit. Qu'est-ce qui se passe? Il devient nécessaire d'avoir un organe de régulation. Donc, c'est pourquoi un organe de régulation est indissociable à la vie sociale. D'ailleurs,
il y a un élément de langage que l'on peut convoquer ici pour étayer cette idée, mais c'est la théorie du contrat social. Je rappelle que la théorie du contrat social est fondée sur l'idée que les hommes ont institué la société et ont mis en place un État parce qu'ils veulent échapper à la violence des autres hommes. Parce que chez Hobbes, par exemple, on sait que l'état de nature est un état de guerre, un état de violence. Donc pour sortir de cette violence dans laquelle tout le monde périrait, Hobbes nous dit, on a été obligé de créer la société, puis l'État, afin qu'on ait un organe qui régule et organise nos rapports, afin qu'on n'atteigne pas un seuil critique des violences et qui rendrait nos vies, en tout cas, périssables. Alors, donc du coup, je dis qu'on parle de l'insociabilité et on montre donc finalement que l'État est nécessaire. Mais plus que nécessaire, l'État aussi participe à notre humanisation. Comment? Je rappelle que si vous lisez le chapitre 8 du contrat social, qui s'appelle, je crois, comment, ça s'appelle le pacte social, ou de l'état civil, le pacte social. Ok. Dans ce chapitre 8, Rousseau dit quoi? Rousseau dit, en substance, il dit, le passage de l'état de nature à l'état civil crée chez l'homme un changement très remarquable. Et il ajoute, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que quand l'homme quitte l'état de nature pour entrer au sein de la société et de l'État, il a perdu les comportements instinctifs pour gagner des comportements raisonnables. Il a perdu les comportements instinctifs pour intégrer dans sa conduite l'idée de justice. C'est adopter des comportements animaux. D'ailleurs, tous ceux qui ne suivent pas la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils violent, ils font des choses qui sont souvent inhumaines. Donc je dis que l'État participe à notre moralisation. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que sous l'influence des lois de l'État, sous l'influence de ces lois, l'homme a tendance à se comporter raisonnablement. Donc sous l'influence des lois de l'État, l'homme se comporte raisonnablement. Et donc c'est en ce sens que l'État devient aussi un instrument de moralisation de nos comportements. Mais enfin, l'État devient le garant. Pourquoi? Parce qu'à travers la démocratie, il règle un problème. Quel est le problème qu'il règle? Obéir tout en restant libre. Comment l'État règle-t-il le problème de l'obéissance et de la liberté? Rappelez-vous, dans une démocratie, les lois auxquelles nous obéissons, ces lois-là, soit sont votées par les députés, dans les démocraties indirectes, soit elles sont votées par le peuple lui-même, dans une démarche référendaire, ce qu'on appelle un référendum. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs la démocratie directe. Donc dans une démocratie, qu'elle soit directe ou indirecte, donc directe, les lois sont votées par les députés, non plutôt indirecte, les lois sont votées par les députés, directe, les lois sont votées par le peuple. Mais je dis que dans les deux cas, les lois auxquelles nous obéissons ici sont non propres là. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une démocratie indirecte, qu'est-ce qui se passe? C'est les députés qui votent les lois. Mais ces députés, ils sont considérés comme l'extension du peuple. Les députés sont l'extension du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils représentent le peuple. Mais le principe, il est simple. Au Sénégal, on est presque 17 millions de personnes. On ne peut pas qu'à chaque fois qu'on doit voter une loi, réunir tous les 17 millions de personnes, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, les 17 millions que vous êtes, vous allez désigner, je crois qu'on est autour de 165, vous allez désigner 165 personnes. Maintenant, ces 165 vont parler pour vous. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les lois qui seront votées par les députés, indirectement, sont nos propres lois. Parce qu'en fait, tout se passe comme si le député n'est que la main du peuple. La main qui contresigne la loi que doit subir le peuple. Donc du coup, ici, dans la démocratie indirecte, où la loi est votée par le député,
Le peuple, quand il obéit, en fait, il obéit encore à sa propre loi, puisque justement, la loi qu'a votée le député, il l'a votée en son nom. Maintenant, quand c'est une démocratie directe, là c'est plus clair, puisque c'est le peuple qui vote sa propre loi. Quand il obéit à la loi qu'il s'est lui-même prescrite. Et comme on le sait déjà, obéir à la loi qu'on s'est prescrite est une forme de liberté. Donc je dis que la démocratie garantit la liberté. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, on obéit tout en restant aussi libre qu'auparavant, pour la bonne et simple raison ici qu'on obéit à sa propre loi. Donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà.